Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc nous sommes ravis de faire un point trimestriel avec Benjamin Leneutre de chez DNCA pour parler des fonds DNCA, mais aussi la performance 2024 de la gestion pilotée dans le contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon géré par Generali. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous, excellente année à tout le monde. Qui est DNCA? Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés 2024? Parfait, un petit point macro, donc un petit mot sur la maison, un petit point macro, et ensuite je vous parle des fonds à peu près, des performances. Et des anticipations 2025 aussi. Avec grand plaisir. Super. On va essayer de voir ce qu'on prévoit pour le moment. Alors juste un petit point pour ceux qui ne connaissent pas encore la maison. Donc, je suis Benjamin Leneutre, donc je m'occupe de la distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine, auprès des indépendants, auprès des courtiers, auprès de toutes les plateformes internet, dont Bourse Direct. DNCA, donc on est une société de gestion qui a été créée, on va fêter nos 25 ans cette année, donc c'est une date importante, 2025 pour DNCA, c'est facile, on est créé en 2000, donc pour savoir notre âge, c'est assez simple. On a un peu plus de 38 milliards d'encours sous gestion cette année. Alors l'année dernière était une année c'était la plus belle année pour DNCA l'année dernière en termes de collecte. On a collecté à peu près 6 milliards nets. Donc, ce qui est énorme pour une maison de gestion. On est à peu près 173 collaborateurs. Et donc, pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, DNCA, on a vraiment cette approche bon père de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, si on gère aujourd'hui 38 milliards, c'est qu'on a réussi à générer de la performance pour nos clients sur le long terme, mais toujours avec un niveau de risque qui est maîtrisé. Donc, on veut faire de la performance, mais on fait attention, bien entendu, au niveau de risque, à la volatilité de nos produits. C'est vraiment de voir un peu ces amplifications en termes de performance qu'on peut avoir, on essaie de les restreindre au maximum. Et ce qu'on veut surtout, c'est dans les bonnes années être plutôt bien placé. On ne sera jamais les meilleurs dans les bonnes années, on sera plutôt bien placé. En revanche, dans les années un peu de soubresaut, comme la dernière en 2022, ce qu'on veut, c'est d'amortir la baisse le mieux possible. Et c'est ce qui nous permet de mieux rebondir par la suite. Donc vraiment, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, c'est vraiment d'avoir cet ADN bon père de famille, c'est ce qui nous caractérise le plus. On a toujours notre devise qui est patience, enfin les 3 P, patience, prudence et persévérance. Et des fois, il en faut sur les marchés de la persévérance. Pour vous montrer un petit peu, ceux qui ne nous connaissaient pas, il y avait des stratégies dont on a pas mal parlé l'année dernière, et c'est de montrer aussi pourquoi on gère plutôt bien et ce qu'on essaye de faire. Ça retrace là-dessus sur 4 principaux fonds de la maison, avec des profils de risque différents. Les 2 premiers, le premier était un fonds SRI 2, donc sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Donc vous êtes sur un risque 2, donc 5% de volatilité maximum. Donc, vous voyez, ce qu'on veut, c'est d'être toujours au plus haut en termes de performance et d'être le moins volatile possible. Donc c'est ce qu'on arrive à faire. Et donc vous voyez, sur un produit comme Euros qui est SRI 3, pareil, on est plutôt bien placé. Et sur des profils un peu plus dynamiques, on l'est très bien aussi. Donc, c'est ce qui caractérise notre maison, et ça, c'est sur des performances 5 ans. Alors, parler un peu des marchés, de ce qui s'est passé en 24 et de ce qui va se passer en 25. Alors, nous, on a notre réunion annuelle. Nos gérants gardent un peu tout sous le coude pour le 14 janvier, où on dira pas mal de choses, mais j'ai réussi à aller pêcher énormément d'infos. Alors, déjà, si on fait un petit point sur l'année dernière, donc on a eu, tout le monde l'a vu, une croissance US qui a été, tout le monde attendait il y a 2 ans la récession aux US. Cette année, on s'est dit qu'elle était à avoir qu'on appelle ça cet atterrissage en douceur, et finalement, on voit que non, on a une économie US qui est extrêmement résiliente, et avec l'élection de Trump, ça devrait continuer, parce qu'on voit que Trump a quand même un discours extrêmement protectionniste. Il veut encore baisser l'imposition pour les sociétés ou autres, donc tout ça, il entraîne énormément de confiance sur les marchés. Alors, je parle de confiance là à 3-6 mois, et on voit que les marchés ont très bien performé l'année dernière, et surtout suite à l'arrivée de Trump. Maintenant, ça reste Donald Trump. Donc ça, quand on essaie d'avoir des perspectives sur l'actif risqué, on dit que normalement, ça devrait bien se passer avec Trump là-bas, surtout sur ce qu'il est en train de dire. Maintenant, ça reste Donald Trump, et il faudra faire attention d'un jour à l'autre, il peut revenir sur des décisions politiques, et donc il faudra suivre ça au jour le jour, entre guillemets. Quand on regarde après le niveau de croissance, ça a été marqué par quoi aussi en 2025? Donc, très forte croissance aux États-Unis, une croissance monotone en Europe. Ça a été assez compliqué en Europe. Alors, il n'y a pas eu de récession non plus si on prend la zone en particulier,
les pays d'Europe du Sud sont mieux sortis que les pays forts comme l'Allemagne ou la France. Bon, la France, ça a été un peu de la débandade politique, vous l'avez tous suivi. Et ça a été caractérisé par de la défiance sur les marchés. Vous regardez un CAC 40, je vous donnerai les stats tout à l'heure, mais un CAC 40 finit à moins 2,15%. Même le secteur du luxe, qui était quand même le secteur le plus efficient des dernières années, a été complètement défié par les marchés. Il y a une vraie défiance sur ce secteur-là, alors dû au contexte politique, mais dû aussi à autre chose qui s'est passée l'année dernière sur le contexte macro, au ralentissement en Chine. Donc le ralentissement chinois, dès que vous avez un peu de ralentissement en Chine, vous êtes sur le luxe par exemple, c'est le premier secteur qui va être pénalisé par rapport à ça. Et surtout quand vous êtes sur des niveaux de valorisation sur un secteur du luxe qui était assez élevé, dès qu'on peut noter le moindre ralentissement macroéconomique, ça amène une révision à la baisse des résultats de ces boîtes et donc du coup les cours de bourse qui peuvent être affectés par rapport à ça. Et l'autre chose, et qui est plutôt dramatique, c'est qu'on a toujours quand même ce contexte géopolitique compliqué avec toujours une guerre dans les pays d'Europe de l'Est et au Proche-Orient, donc qui amène énormément d'inflation et de volatilité sur les matières premières ou autres. Après, sur les banques centrales, on a eu une banque centrale européenne qui a baissé 3 fois ses taux. Aujourd'hui, le taux de dépôt en Europe est de 3%. On attend l'année prochaine certainement avoir à peu près encore un point de baisse de taux. Donc on verra si ça sera en 3 fois ou en 4 fois, est-ce qu'elle baissera à chaque fois de 25 BP ou de 50 BP. On sent qu'en Europe, en fait, il y a une vraie dichotomie. C'est ça qui va être important à regarder sur les marchés cette année. C'est qu'on va avoir une vraie dichotomie entre la Banque centrale européenne et la Fed. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une dichotomie en termes de croissance. Donc, vous avez une très bonne croissance aux US. Vous avez une inflation aux US qui a tendance, la désinflation aux US, qui a eu un arrêt assez net depuis 6-9 mois. Ça a eu un impact sur le dollar. Exactement, qui a eu un impact. Donc attention à ça. Ça veut dire que en fait, la lutte contre l'inflation n'est peut-être pas terminée aux US. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant que la Banque centrale, vu que l'économie va bien, il n'y a pas de raison qu'elle baisse drastiquement ses taux. Donc, on prévoit cette année le consensus à peu près à 2 baisses de taux cette année aux US. Nous, on pense même qu'il n'y en aura certainement qu'une seule. Ça, on verra. Et après, c'est complètement différent d'un point de vue européen parce que pour la BCE, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte de croissance économique. Et on sent que l'économie européenne a besoin de cette baisse de taux pour pouvoir se redynamiser. Et donc, on anticipe, comme je vous disais, 3 à 4 baisses de taux. Enfin, en tout cas, ce qu'on anticipe, c'est à peu près un point de baisse de taux cette année. Donc, l'inflation, je vous l'ai expliqué. Et donc, oui, à la différence des États-Unis aussi, c'est que l'inflation, pour le coup, la désinflation, on l'a vraiment noté en Europe. Elle est moins robuste qu'aux États-Unis. Et donc, ça amplifie le fait que la Banque centrale peut se permettre de baisser les taux pour réengager l'économie. Et après, sur les déficits, alors ça, c'est le sujet, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Nous, c'est notre sujet à moyen-long terme qui nous embête un peu plus. C'est toujours une dichotomie entre des banques centrales qui avaient été quand même un petit peu moins accommodantes à un moment donné, même si elles redeviennent accommodantes, surtout en Europe, mais des déficits, des politiques gouvernementales, entre guillemets, qui restent complètement, continuent à faire marcher la planche à billets. Et ça, il faudra faire attention parce que ça soit aux États-Unis où le déficit public est assez élevé, alors qu'aux États-Unis, il y a tellement de croissance que ça mène pas de défiance auprès des investisseurs. Il faudra quand même faire attention. Donc, tout ce que dira Trump sera scruté, surtout que Trump, aujourd'hui, n'a pas un programme qui a vocation à baisser le déficit. Et en Europe, pareil, on a des déficits qui sont extrêmement élevés. On voit la dette française qui a un peu été pointée du doigt à un moment donné. Donc ça, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faudra faire attention. Et à la différence des États-Unis, en Europe, on n'a pas la même croissance qu'aux États-Unis. Et donc, du coup, les investisseurs peuvent être plus défiants et demandent donc des taux peut-être plus intéressants si demain on émet de la dette sur les marchés. Donc, de voir toujours des 10 ans allemands ou 10 ans français aussi faibles, ça nous paraît un peu rédhibitoire. Donc voilà, toujours attention à ça. Donc ça veut dire quoi ? Sur les marchés obligataires, on va garder la même chose, c'est que on trouve que la duration, donc d'aller chercher de la sensibilité obligataire, ça paye pas tant que ça. Donc c'est plutôt intéressant d'être sur des obligations courtes. Et après sur la partie action, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, prime un petit peu, on en reparlera tout à l'heure, mais prime à l'actif risqué. C'est intéressant d'avoir de l'action en portefeuille en ce moment. Les actions US nous paraissent toujours intéressantes. Maintenant, il faut faire attention au niveau de valorisation. Quand vous voyez les stats, je vais vous indiquer à l'instant là. Quand vous regardez les stats, je vous dis, l'année dernière, le S&P, qui est le marché américain,
il a progressé de 23%, mais dans cette progression-là, 1/5 de la perf provient d'une seule valeur, qui est Nvidia, que tout le monde connaît, hein. Nvidia qui a généré 2000 milliards de capitalisation en plus, ce qui est énorme, hein, qui paraît dingue. Et du coup, vous avez en plus de ça, la moitié de la performance aux États-Unis provient de 5 titres. Donc Nvidia qui a représenté 1/5. Vous avez Amazon, Google, Apple et Broadcom, qui est une boîte qui crée des semi-conducteurs. Donc, vous voyez, donc c'est là-dessus où on fait juste attention, nous, c'est que c'est très intéressant de continuer à investir aux US, maintenant de diversifier certainement le risque aux US. C'est-à-dire que toute la partie 7 magnifiques, même si elles ont encore une visibilité qui est accrue sur leur secteur, il faut quand même faire attention au valo. Ça veut dire que toutes les bonnes choses sont pricées aux US. Donc, de se dire de diversifier un petit peu plus. La value aux US peut être intéressante, puisqu'on fait un petit peu en gestion pilotée, d'aller sur les secteurs financiers, d'aller sur des secteurs, même les engins agricoles, enfin des choses comme ça. On aime particulièrement. Et à côté de ça, sur les actifs risqués, il y a l'Europe, où là, l'Europe, on a pricé le pire, où les performances n'ont pas été extrêmement bonnes, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le CAC 40 a fini à moins 2,15%. Si vous prenez le MSCI Europe, qui est l'indice un peu européen, on a fini à 5,75. Alors, si vous comptez les dividendes, on est plutôt aux alentours de 9, ce qui était quand même on était bien derrière les US. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de valorisation, il y a un écart entre les US et l'Europe qui est considérable. Alors après, en termes de croissance, l'écart est aussi important. Mais là où où beaucoup de gens ont tendance à tourner le dos à l'Europe, on a même des investisseurs aujourd'hui qui disent que ça vaut même plus le coup d'investir en Europe. Donc ça, on trouve que c'est peut-être un peu surdimensionné. Et que on voit effectivement, première fois de ma vie, moi, les Français, j'aurais raisonné comme ça, les Français sous-pondéraient un petit peu les États-Unis et étaient investis, étaient franco-français, après un petit peu européens. Et là, aujourd'hui, les investisseurs deviennent mondiaux et plutôt stricto sensus américains. Et ils ont eu raison, hein, sur le long terme. Sur le long terme, effectivement. Sur 10 ans, mais c'est vrai qu'à un moment donné, nous qui sommes quand même des allocataires d'actifs, mais on est d'accord avec ça. Il faut toujours garder de l'US en portefeuille et c'est peut-être même la base de notre allocation. Mais là où tout le monde décrit l'Europe et a tendance à sous-pondérer l'Europe, voire est-ce qu'on commence à voir aujourd'hui à complètement éliminer l'Europe de l'allocation, nous on trouve que comme le pire est pricé là-bas, la moindre bonne nouvelle pourrait être très bien perçue par les marchés. Et donc, les PER, le prix des sociétés françaises et européennes est vraiment pas cher aujourd'hui. Exactement. Actuellement. Et quand vous regardez, vous voyez, on a eu des performances un peu plus modestes, mais quand vous regardez les secteurs, et donc c'est là-dessus où c'est à nous de faire le travail de regarder quels sous-secteurs dans lesquels on peut investir, tout simplement. Vous voyez que l'année dernière, dans les secteurs un peu plus cycliques ou value, donc la value, c'est quoi? Vous savez, c'est tous ces actifs décotés qui offrent des gros dividendes, entre guillemets, ont bien performé. Les banques, ça fait à peu près 26%. Toute la partie assurance, c'est 18,2% l'année dernière. Les matériaux de construction, ça a été une des meilleures performances. Une boîte comme Saint-Gobain fait un peu plus de 28%. Et la partie télécom aussi a bien fonctionné. Et en particulier, c'est Deutsche Telekom, qui n'est pas la plus belle télécom pour nous, mais qui a très bien fonctionné l'année dernière. Donc voilà à peu près le panorama. Et c'est vrai que on a plutôt des nouvelles qui sont... On verra, donc attention à Monsieur Trump et à sa possibilité de changer d'un coup d'envie dans son programme ou autre. Mais si ça reste comme ça pour l'instant, tout a tendance à être au vert pour les actions. Reagan des années 80. Exactement. Alors après, ce qu'il faut juste faire attention, c'est que quand tout le positif, on a l'impression que les États-Unis, c'est le paradis sur Terre. Quand tout est... quand la visibilité qu'on a, on a l'impression que tout est bon. Tout va être bon, qu'il y a une visibilité accrue sur les US. Il faudrait pas, qu'il y ait un petit grain de poussière, que demain, il y aura en gage une guerre commerciale ou des choses comme ça, qui pourraient demain impacter les valorisations. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux valorisations aux US. Et en Europe, là où le pire est pricé, peut-être que la moindre bonne nouvelle pourrait être intéressante. En tout cas, on devrait... il y a un marché obligataire qui reste quand même, on est sur des taux qui restent quand même élevés, tout de même si les banques centrales ont baissé leurs taux. Donc, entre les obligations et les actions, on devrait arriver à faire une année plutôt correcte, on l'espère. Donc après, ça donne quoi? Je voulais juste vous reparler un petit peu de produits qu'on avait mis en avant l'année dernière pour faire un petit peu le point. Juste pour vous donner des choses, on avait surtout parlé de 4 fonds. Le premier, c'était Sérénité Plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais pas mal parlé. C'était un fonds d'obligation court terme
Et je trouvais que c'était intéressant l'année dernière parce que le coupon était attractif. Ça fait 2 ans qu'on en parle même. Ça fait même 2 ans. 2 ans qu'on en parle avec la hausse des taux, la remontée des taux. On a effectivement essayé d'en profiter. Toute la partie compte titre, c'était intéressant, que ce soit sur la personne physique ou personne morale, pour avoir un substitut un peu de fonds en euros qu'on n'a pas dans les comptes titres ou autres. Et du coup, on a fait 3,96 net l'année dernière, donc presque 4%, donc ce qui est plutôt bien pour aller chercher un produit qu'on appelle monétaire plus. Alpha Bond, dont je voulais vous parler, sur la part la plus chargée, enfin sur la part disponible, on fait 3,83 sur le contrat Generali. Et après, je vous avais présenté un nouveau produit aussi, Crédit Conviction, la dernière fois, qui était un fonds d'obligation crédit. Alors là, Alpha Bond, on est sur des emprunts. Crédit Conviction, c'est plutôt sur de l'obligation d'entreprise. Donc, il a fait 8,40 l'année dernière, donc pour un produit qui est série 2, avec une volatilité extrêmement faible, à peu près 2,7 de volatilité. Donc, un fonds qui a très bien fonctionné. Et le produit, le gérant était venu intervenir, c'était un produit diversifié où il y a, c'est un 0-100 actions, donc on peut piloter la poche actions et obligataires un peu comme bon nous semble. C'est un mandat qui est confié au gérant là-dessus. C'est sur un fonds international et ce fonds a fait un peu plus de 14% l'année dernière. Alors, évolutif. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Serenity Plus et d'Alpha Bond, effectivement, avec la baisse des taux là qu'on a aujourd'hui en Europe? Eh ben, Serenity Plus, alors on devrait avoir, j'attendais un petit peu là que ça tourne, j'ai pas eu le chiffre, mais Sérénité, on est toujours sur des taux bruts aujourd'hui qui sont aux alentours de 3,5%, voire un peu plus, donc j'attends que ça tourne, mais donc ça reste toujours très intéressant, surtout qu'on attend 4 baisses de taux, donc les taux devraient continuer à baisser, donc c'est intéressant d'être sur Sérénité. Alors c'est sûr que sur ce type de produit-là, plus la Banque centrale va baisser ses taux, plus c'était intéressant d'y rentrer par le passé, mais ça reste toujours aujourd'hui quelque chose d'intéressant. De toute façon, on vous le dira le jour où le coupon. Alors on n'est pas du tout sur près 2022 où les taux étaient à zéro, et donc là c'était pas intéressant d'investir sur des produits comme Sérénité, mais ça reste toujours très intéressant. Et sur un produit comme Alpha Bond, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, vous savez, ce sont des produits de performance absolue obligataire. Alors on va pas rentrer dans la complexité. Il y a l'US dans Sérénité Plus? Non, Sérénité Plus, on reste européen. On reste européen, là où sur Alpha Bond, on est sur un produit qui est complètement global. Et la différence, c'est que Sérénité Plus, c'est un fonds qui va investir dans les obligations d'entreprise européennes à 16 mois, à peu près. Et là, sur Alpha Bond, c'est un produit qui est purement international. C'est un produit qu'on appelle de performance absolue obligataire. Ça veut dire quoi, produit de performance absolue obligataire? Alors, vous avez aimé ce nom-là parce que normalement, c'est un fonds qui doit être capable de générer une performance positive chaque année, quelle que soit la direction des marchés obligataires. Pourquoi? Parce que normalement, on est outillé pour pouvoir faire face à une remontée de taux. Vous savez que c'est souvent quand les taux remontent que le cours des bourses baisse. Donc, du coup, c'est à ce moment-là où on doit essayer de générer une performance positive. Et vous voyez, 2022, ça a été la dernière année où les obligations ont fortement baissé. En 2022, les taux européens sont passés de 0 à 4, aux US de 1 à 5. Et du coup, vous aviez eu à peu près en moyenne 17% de baisse sur les obligations mondiales, ce qui était énorme. Et un produit comme Alpha Bond, vous avez fait 6% de performance cette année-là. Parce qu'on a réussi à avoir les outils qui nous permettaient de piloter la sensibilité et de pouvoir répondre à ces marchés-là. Donc, c'est un produit qui doit générer une performance positive chaque année. L'objectif de gestion, c'est d'aller chercher les taux courts. Alors là, il y a une petite coquille, plus 1,4%. Ça, c'est sur la part Instit, mais 1,4%. C'est un produit qui est défensif. Il restera toujours SRI 2. C'est un produit où il n'y aura jamais plus de 5% de volatilité. Comme je vous l'ai expliqué, il est international. Et c'est un produit qui est très liquide. Enfin, Alpha Bond, c'est un produit extrêmement liquide. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une chose qu'on aime bien chez DNCA. Moi, mon grand-père, il me disait toujours que c'est très intéressant, c'est bien de toujours sortir dehors avec un peu d'argent liquide dans sa poche parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver sur la route. On peut toujours en avoir besoin. Alors, je pense qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes ont un peu de cash dans la poche. Mais nous, ce qu'on veut, c'est toujours avoir du cash en portefeuille. Et comme c'est des produits où vous pouvez rentrer et sortir quand vous le souhaitez, il y a une valorisation quotidienne. Nous, ce qu'on veut, c'est être très liquide. Et Alpha Bond, c'est un fonds qui fait 15 milliards maintenant d'actifs sous gestion. Donc, c'est un fonds, il y a une très forte collecte depuis 3 ans. Bon, parce que dû à des très bonnes performances. Mais du coup, on a un score de liquidité de 90. Ça veut dire qu'en l'espace d'à peu près une journée, on peut revendre à peu près toutes les positions qu'on a dans le fonds. Donc, ça, c'est très important pour nous. On ne veut pas demain être bloqué par la liquidité du produit. Et vous voyez, sur Alpha Bond, on reviendra sur les performances. Donc, l'année dernière, je vous ai dit, on a encore fait une bonne année. Donc, vous voyez, sur 3 ans glissants, c'est un produit qui fait un peu plus de 5,5% de performance avec une volatilité qui est faible. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attrait pour ce produit-là. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que
quand vous mettez ce produit-là à côté d'autres produits, ce qui est important, c'est la décorrélation. Vous savez, normalement, si dans un portefeuille, quand vous construisez une allocation, alors c'est souvent pour ça que vous passez par la gestion pilotée, c'est le gérant qui va essayer d'aller chercher différents fonds qui sont décorrélés les uns des autres. Pourquoi? Parce que faut pas mettre ses œufs dans un même panier, et donc la diversification est toujours importante. Et vous voyez, la colonne en rouge, ça montre la décorrélation du produit par rapport aux emprunts d'État américaines, aux emprunts d'État américains, pardon, aux emprunts d'État européens, ou même ce qu'on appelle le global aggregate, c'est que vous prenez un panier où vous mettez toutes les obligations d'État du monde entier et toutes les obligations d'entreprise. Et vous voyez, même par rapport à ce panier moyen, on est très faiblement corrélé parce que 0,05 de corrélation, on est sur une corrélation qui est nulle. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, je trouve que des fois, c'est même, pour vous, ce qui est important, c'est faire de la performance, bien entendu. Mais je trouve dans une allocation, voilà, c'est déterminant d'avoir cette décorrélation. Et du coup, ce qu'on fait sur Alpha Bonds, c'est un produit qui est très technique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on aime bien toujours, c'est les taux réels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète des obligations indexées inflation. Aux États-Unis, aujourd'hui, on est payé pour toucher l'inflation publiée. Donc, on vous paye aujourd'hui à peu près aux alentours de 2,20%. Et à côté de ça, vous allez toucher une inflation qui va être entre 2,7 et 3%. Donc, ça vous donne quelque chose qui va vous apporter plus que vous pouvez avoir sur les taux courts américains. Donc, nous, on aime beaucoup ça. Quand vous voyez les taux émergents, c'est quoi? C'est un panier de devises. Plutôt, alors on va avoir du peso mexicain, du réal brésilien, on va avoir de la Tchéquie, on va avoir un peu de devises hongroises ou autres. Et ce panier de devises-là, il nous rapporte 6% de rendement de plus que les taux courts européens. Donc voilà, on aime bien ça pour peu de risques là-bas. Et le 2,41 de sensibilité négative, c'est quoi? C'est qu'on est toujours vendeur. Vous savez, les courbes sont toujours inversées. Donc, vos taux longs vous rémunèrent plus que vos taux courts, pardon, vous rémunèrent plus que vos taux longs. Donc, il n'y a aucune envie d'aller chercher la partie longue des courbes, et surtout en Europe, parce que aujourd'hui, en Allemagne, vous avez un peu plus de 2% de coupons à 10 ans, là où vos taux courts, les taux de dépôt de la Banque centrale sont de 3%. Donc, on n'a aucune vocation à vouloir prêter de l'argent sur du long terme à l'Allemagne et à la France. Et on a même envie d'avoir des positions vendeuses là-dessus, ce qui nous permet d'aller générer une partie de la performance comme ça. Voilà à peu près pour Alpha Bonds. Donc voilà, Alpha Bonds, vous voyez, le rendement actuel aujourd'hui, il est de l'ordre de 4,5%. On a une faible sensibilité parce qu'on n'a pas envie d'allouer énormément de risques aujourd'hui dans le produit. Comme je vous ai dit, les courbes sont toujours inversées. Mais c'est typiquement le produit qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui vit au jour le jour, et en fonction de la volatilité sur les marchés, on pourra prendre les mesures qu'il faudra pour essayer d'aller chercher cet objectif qui est de les taux courts plus 1,5%. Donc sur un produit comme Alpha Bonds, l'objectif cette année, ça va encore être d'aller chercher à peu près les 4,5 voire 5% si tout se passe. Crédit Conviction, c'est l'autre produit dont je vous ai parlé. On est sur un produit, on peut faire évoluer la sensibilité un peu comme Alpha Bonds, sauf que là, on est sur un produit uniquement avec des obligations crédit. Donc, c'est des obligations d'entreprise. L'investissement peut se faire de façon internationale, mais c'est 50% max d'investissement qui seront en devises dollars ou tout ce qui est GBP, tout ce qui est Royaume-Uni. On va être sur un produit qui pourra avoir 100% d'obligations de très bonne qualité. Les obligations de moins bonne qualité, qu'on appelle le high yield, pourraient être investies à hauteur de 49% maximum. On ne peut pas dépasser ces 49% là. Donc, ce qu'on voudra toujours, ça veut dire que la notation moyenne sera toujours investment grade, c'est-à-dire la meilleure catégorie. Et donc, c'est un produit qui va vivre au jour le jour. Et donc, c'est un fonds qui avait fait à peu près 6% annualisé sur les 8 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, c'est un fonds qui cherche à maximiser la performance des marchés obligataires. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la différence d'Alpha Bonds, on peut avoir une année où la performance est négative. Vous voyez, par exemple, en 2022, quand le marché a fait moins 17, ce fonds a fait à peu près moins 3,5 quand ils étaient dans leur ancienne maison, donc ce qui était une bonne performance en relatif. Et à côté de ça, en 2023, si vous chaînez, ils sont arrivés chez nous en juillet, si vous chaînez la performance du début d'année à celle de fin d'année, vous avez fait à peu près 10% de performance, et l'année dernière, 8%. Donc ça vous montre quoi? Donc c'est vraiment maximiser la perf. C'est un fonds qui peut avoir une performance négative une année, mais on essaye vraiment aujourd'hui sur ce produit-là d'avoir à la fois de la performance qui provienne des sous-jacents, donc c'est-à-dire des obligations qu'on aura sélectionnées. Donc le plus gros de la performance viendra de notre bonne sélection des obligations. Et le deuxième critère, c'est vraiment de réussir à allouer ce qu'on appelle la sensibilité au bon moment. Et dans les faits, ce fonds-là,
70-75% de la performance sur le long terme provient de notre sélection d'obligations et 25 à 30% provient de notre capacité à aller allouer du risque quand il le faut en fonction des fenêtres d'investissement du marché. Donc, ce qui n'est pas anodin parce que contrairement à un fonds qui serait directionnel, bah là, vous pouvez aller chercher 1,5 à 2% de performance en plus chaque année par la façon dont on arrive à aller chercher les bonnes fenêtres d'investissement. Il y a des fois, on peut se tromper, bien entendu, mais pour l'instant, sur une durée de 3 à 5 ans, normalement, vous diluez ce risque-là. Et c'est vraiment un produit pour nous qui est très attractif sur l'assurance vie. Et vous voyez, quand vous regardez un peu, pareil, c'est un produit qui est décorrélant comme Alpha Bonds. Hein, donc, c'est vraiment ce type de produit obligation flexible. Nous, c'est ce qu'on met en avant en ce moment. Parce que, comme je l'ai expliqué, mettre de la duration, ça ne paye pas. Donc, souvent, les fonds directionnels, soit vous avez des fonds comme Sérénité, où on est sur des obligations très courtes, donc ça nous va. Mais dès que vous êtes sur des produits obligataires directionnels avec de la duration, aujourd'hui, on trouve que c'est pas attractif. Donc, on prône ces fonds qui sont extrêmement flexibles. Et là, à peu près comme sur Alpha Bonds, alors maintenant, le rendement, il a augmenté, on est plutôt aux alentours de 5% pour une qualité de crédit qui est investment grade, hein, triple B-, donc qui est la meilleure catégorie. Et pareil, avec une sensibilité assez faible qui est aux alentours de 3. C'est un fonds sur lequel l'année dernière, on a collecté à peu près 700 millions pour sa première année. Donc voilà, un fonds qui a très bien fonctionné et qui est vraiment demandé aujourd'hui par les investisseurs. Et le dernier produit, c'est Evolutif. Je mettais juste un petit mot sur Evolutif. Vous savez, Augustin Picandard était venu faire un point macro et avait présenté son fonds. Donc on appelle ça un fonds flexible. Hein. C'est un produit où on peut faire évoluer l'exposition aux actions et aux obligations entre 0 et 100%. Pour ces deux classes d'actifs. Donc, en fonction de l'appétence du gérant, l'actif risqué, on peut faire évoluer entre 0 et 100. Donc, plus on sentira qu'il y a de la liquidité sur les marchés, plus on mettra le curseur sur les actions. Et inversement, on va toujours essayer d'allouer sur la classe d'actifs qui nous permet d'avoir le meilleur couple rendement-risque. Ça, c'est important. Hein. Et donc, on est sur un produit qui est international. En fait, DNCA Evolutif, c'est un produit qui était européen, un peu typé value cyclique. On a changé les choses depuis début 2023. On a vraiment changé le process. On l'a internationalisé. On lui permet de pouvoir utiliser des produits dérivés, alors des choses très simples qui nous permettent juste de nous couvrir sur les obligations ou sur les actions quand on trouve qu'il y a un peu plus d'ombre devant nous. Donc, c'est vraiment important pour nous. Et vous voyez, l'année dernière, on a fait une très bonne performance. On a fait un peu plus de 14%, ce qui est très bien. Et ce produit, c'est vraiment un produit qui permet à nos clients de revenir sur le marché des actions mais sans prendre toute la volatilité des actions. Et pourquoi? Le but d'un évolutif, c'est souvent ce qu'on explique, c'est un fonds, le but c'est de faire 2 tiers de la hausse du marché et d'atténuer la baisse d'1 tiers. C'est ce qu'on essaye de faire sur évolutif depuis, c'est le plus vieux fonds de la maison, il va fêter ses 25 ans cette année. C'est un fonds qui a été créé en 2000, dès la création du produit. Alors il a bien changé depuis, on a changé de prospectus et vous voyez, hein, c'est un produit aujourd'hui où on a 68% d'actions, on a à peu près la majorité des actions aux États-Unis. Et en termes de style, on a autant aujourd'hui de valeurs de qualité croissance, donc ça peut être des Nvidia, des Microsoft ou quoi, que des valeurs un peu plus value ou cycliques. Donc je vous ai dit tout à l'heure, ça pouvait être je sais plus le nom, des engins agricoles aux US. Excuse-moi, ça va me revenir. J'ai oublié le nom. John Deere, pardon. Des boîtes comme Visa, par exemple, qu'on aime beaucoup. Voilà. Et sur la partie obligataire, vous voyez aujourd'hui, c'est à peu près 32%. On est sur un portefeuille sur la partie obligataire qui nous rapporte un peu moins de 4%. La maturité est assez courte. Hein. On est sur 4 ans de maturité. Donc voilà, un portefeuille qui est bien diversifié. Donc c'est vrai que c'est un produit qu'on a très. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui ne veulent pas faire de gestion pilotée. Voilà, c'est un produit qui peut ressembler un peu, où on met en mandat un gérant. La différence avec la gestion pilotée, c'est qu'à l'intérieur, vous avez que du titre vif. Donc c'est des actions en direct ou des obligations en direct. Là où sur un profil équilibré d'une gestion pilotée, vous êtes sur du fonds de fonds. Donc, on va aller sélectionner des fonds où à l'intérieur, il y a des titres vifs, donc vous diversifiez encore plus le risque. Donc, voilà à peu près pour la partie fonds chez DNCA. Je propose de passer à la partie gestion pilotée. Performance de la gestion pilotée dans les contrats d'assurance vie généralistes. Tout le monde nous attend là-dessus. Alors, attention. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup de suspense. Ça a été une très bonne année pour le coup. Alors, vous me direz peut-être dans le chat si vous pensez la même chose. Je vais vous afficher les performances. Alors, je redis juste un petit mot rapidement sur la gestion pilotée. Ce qui est intéressant, donc dans un contrat d'assurance vie, au mieux vous d'aller sélectionner les fonds sur lesquels vous allez investir sur il y a combien de fonds référencés dans votre contrat? Il doit y en avoir plus de 1000, je pense, oui. Generali.
Donc souvent, c'est compliqué pour vous d'aller choisir les bons fonds. Vous n'avez peut-être pas soit la capacité, soit pas le temps, soit pas l'envie. Et donc nous, ce qu'on propose via la gestion pilotée, c'est de donner des clés, entre guillemets. Alors j'aime pas cette expression, je vois donner les clés du camion à un gérant et qui va allouer en fonction de votre profil de risque, parce qu'on aura 3 profils qu'on propose, un profil défensif, un profil équilibré, un profil dynamique, on reviendra dessus. Mais nous, ce qu'on propose, c'est une triple diversification en termes de zone géographique, en termes de classe d'actifs. Donc, on va mettre des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds de performance absolue, comme vous avez vu Alpha Bond tout à l'heure ou autre. Et en termes de style de gestion, ça veut dire qu'on pourra avoir des fonds thématiques, on pourra avoir des produits plus ISR, des fonds où on va avoir des valeurs cycliques, des fonds plutôt avec des valeurs de croissance, des valeurs plutôt typées Nasdaq, semi-conducteurs ou autres. Donc voilà, on apporte vraiment cette triple diversification qui est primordiale aujourd'hui dans vos allocations. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne 3 profils. Le premier, c'est un profil qui peut évoluer entre 0 et 30% d'actions, d'accord? L'exposition, on va dire, c'est toujours à peu près une vingtaine de pourcents, on peut réduire le risque, avec 30% de fonds DNCA maximum. Ça, c'est important, c'est-à-dire que nous, on fait de l'architecture ouverte, on a des très bons fonds chez DNCA, on est à l'aise pour mettre une vingtaine de pourcents de nos fonds dans les gestions pilotées, parce qu'on a des fonds qui fonctionnent plutôt bien. Mais à côté de ça, c'est important de diversifier les risques, de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et de pouvoir aller chercher des fonds de gérants américains, de gérants anglo-saxons, d'autres gérants européens qui sont plutôt très bons, et parce que y a des savoir-faire qu'on n'a pas chez DNCA et qui sont très bons ailleurs, ou même des savoir-faire communs qui sont aussi bons, et donc c'est important de diversifier ces deux savoir-faire. Et ça, vous avez une équipe de gérants là-dessus, qui ne sont pas des gérants de fonds de DNCA, mais qui sont des gérants de fonds de fonds. En fait, ce sont des allocataires d'actifs et sélectionneurs de fonds. Il y a une équipe de 3 personnes. Alors, comme ça se passe très bien en ce moment, on a passé le milliard d'encours en multigestion. Donc, ce qui est beaucoup, le milliard d'encours. Du coup, on a une 4e personne qui vient nous rejoindre là à fin janvier. Une personne qui vient voir l'équipe et donc pour continuer à bien gérer ça. Alors, j'ai juste dit une bêtise, c'est pas 30% max de fonds DNCA, je crois que c'est 40%, mais bon, en rythme de croisière, on est sur 20-25% de fonds DNCA. Le profil équilibré, c'est entre 40 et 60% d'actions. Et le profil dynamique, pour ceux qui ont un horizon d'investissement beaucoup plus élevé, est entre 70 et 100%. J'ai envie de vous dire, les personnes jeunes, allez sur des profils dynamiques. Alors après, tout dépend si vous vouliez faire un petit peu de performance avant d'acheter une maison ou autre. C'est toujours différent. Il faut aller sur des choses peut-être un peu plus équilibrées. Mais voilà, j'ai envie de dire, plus on a d'horizon d'investissement devant nous, et qu'on est capable d'assumer un peu la volatilité, autant aller sur de l'équilibré ou du dynamique. Maintenant, si on a une épargne, on est précautionneux et on sait qu'on aura certainement des sorties à court terme ou autre, autant aller sur un profil prudent. Mais c'est vrai que ça, l'horizon d'investissement, c'est quelque chose qui est important. On peut faire de la perte sur une année. Enfin, je ne conseillerais jamais d'investir pour une année. Jamais. Quand vous investissez sur des classes d'actifs, sur les profils les plus prudents, je vous dirais toujours, comme sur nos fonds, toujours d'avoir au moins 3 ans d'horizon d'investissement, ce qui est à peu près le cycle, on va dire un cycle économique. Et pour les profils un peu plus dynamiques, d'avoir toujours à peu près au moins 5 ans devant vous d'horizon d'investissement pour pouvoir réaliser l'objectif de performance proposé. Alors, je vais venir sur les performances quand même, parce que je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. Alors, vous voyez, attendez, je vous ai gardé une petite stat quand même pour vous montrer pourquoi c'est pertinent quand même d'avoir de l'action en portefeuille sur le long terme. C'est le gérant Augustin que vous avez vu plusieurs fois qui m'a envoyé, il savait que je faisais le webinaire, il m'a envoyé une petite stat hier, je trouvais ça intéressant. Vous savez, nous, gérants de fonds, le but qu'on nous expliquait toujours, moi, le gérant d'Evolutif, le D de DNCA, Xavier Delay, qui a quitté la société il y a maintenant une petite dizaine d'années, il me disait toujours, on ne gère pas pour faire de la performance, on gère pour préserver le pouvoir d'achat des clients. C'est-à-dire qu'un client qui met de l'argent chez nous, si l'inflation, au bout de 10 ans, elle a pris 10%, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il retrouve son capital plus ses 10% au minimum. Alors, bien entendu, si on gère 38, c'est qu'on a fait mieux que ça. Mais normalement, c'est le but d'un gérant, c'est de préserver le pouvoir d'achat du client sur le long terme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a calculé, il y a des stats qui sont tombés. En fait, sur les 10 dernières années, alors je parle de l'Europe, je ne parle pas des États-Unis ou autres. En Europe, l'inflation cumulée sur 10 ans, c'est 24%, ce qui est assez élevé. Le monétaire, sur 10 ans, il fait 5%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la période, vous avez 19% de perte de pouvoir d'achat. Si vous aviez depuis 10 ans investi que sur du monétaire. Si vous aviez simplement investi sur les marchés obligataires, alors là, pareil, je parle d'obligations
en moyenne 3-5 ans, je ne parle pas de fonds ou autre, je parle d'obligations 3-5 ans, la performance c'est 10,80. Donc vous voyez, vous faites à peu près 13% de perte de pouvoir d'achat. Celui qui avait investi sur l'Eurostoxx, attention, je parle d'un indice, en plus européen, parce que je compare par rapport à une inflation européenne. L'Eurostoxx sur 10 ans, dividende réinvesti, alors même si c'était l'endroit où il fallait pas complètement investir, parce que les US ont fait bien mieux, on fait tout de même 122% sur 10 ans, et donc ça veut dire que c'est 98% de gain de pouvoir d'achat. Donc ça montre quoi? Ça veut dire qu'on s'était appauvri depuis 10 ans si on n'avait pas investi en action. Donc voilà, c'est juste pour montrer que sur du long terme, on n'est que sur de l'indice. Et c'est de dire, alors bien entendu, sur 10 ans, quelqu'un qui était investi en action en 2018 ou 2022, oui, il y a eu des phases un peu de volatilité compliquées ou autres. Mais en tout cas, l'horizon d'investissement, voilà, c'est ça qui est important. Et pour préserver son pouvoir d'achat, c'est vrai que la classe d'actifs action est intéressante. Il faut que les clients comprennent qu'on est... comment dire, faut toujours avoir une épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie. C'est hyper important pour prévoir l'éducation des enfants, pour plein de choses dans ce genre-là. Mais à partir du moment, et quand vous rentrez sur un contrat d'assurance vie, l'objectif c'est d'investir sur 8 ans. Et déjà 8 ans, on est au-dessus des 5 ans que tu as dit tout à l'heure pour aller sur des actions. Et donc, il faut aller sur des actions, pas regarder quotidiennement la valorisation de votre fonds pour pas vous stresser et pour pas prendre des mauvaises décisions, parce que souvent on achète au plus haut et on va au plus bas. Et vraiment, on vous accompagne sur vous expliquer la durée de vos objectifs, essayer de bien comprendre vos objectifs et de vous expliquer l'objectif dans le temps. C'est hyper important, ça, de bien comprendre. Et je réponds juste à une question parce que on pense pas que je réponde pas à cette question qui est pertinente pour le coup. On m'explique que 2024, Alpha Bonds a échoué à faire Ester plus 1,2. Ce qui est vrai, dans les faits, parce que si on prend, une moyenne de l'Ester cette année, on doit faire aux alentours de 3,20, enfin, il faudrait voir 3,20, 3,30. C'est-à-dire qu'on attendait plus du 4,5 de la part d'Alpha Bonds et pas du 3,80 et quelques. La seule chose qu'il faut mettre en adéquation, c'est que ce qu'on avait déjà expliqué par le passé, c'est que sur Alpha, on n'a pas, normalement, le budget de risque qu'on alloue, il est à peu près de 3,5%, enfin la volatilité moyenne du produit. Et cette année, on a plutôt oscillé aux alentours de 2, voire un petit peu moins. Donc en fait, on a moins risqué le produit. Pourquoi? Parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas d'appétence à être risqué et que le risque ne payait pas cette année. Donc c'est vrai que Alpha Bonds, d'habitude, il aurait dû faire du 4,5 avec du 3,5 de volatilité. Et cette année, certes, il fait du 3,80, mais le risque embarqué, la volatilité est simplement de 1,8% cette année. Donc en fait, c'est les ratios de Sharpe, c'est ce qu'on regarde souvent. Il est extrêmement bon cette année. Alors oui, en absolu, la performance, elle peut être un peu décevante pour 70 bips. Et encore, c'est quelque chose qu'on peut vite rattraper au mois de janvier. Mais c'est juste qu'il faut comprendre, c'est que le risque embarqué dans le produit a été beaucoup plus faible que par le passé parce que c'est courbes toujours inversées. On n'a pas voulu prendre un risque démesuré pour quelque chose pour nous qui n'était pas viable et rémunérateur. Alors, les performances du fonds prudent. Alors, les performances de la gestion pilotée prudente, alors vous l'avez en dessous, hein. Donc la performance 2024, je ne vois même plus moi, c'est 6,5 net. Alors 6,5 net de tout. Donc c'est frais du mandat, enfin frais de la gestion pilotée et frais du contrat. Donc ça, c'est important de noter, hein. Contre un indicateur de référence qui a fait du 4,2% brut, pour le coup, parce que là, on n'est même pas net de frais du contrat. Donc, ça a été plutôt une très bonne performance, hein, pour une gestion prudente, d'aller chercher du 6,5 net de tout frais. Si on fait ça chaque année, on sera extrêmement content. Normalement, l'objectif, hein, sur une gestion pilotée à horizon 5-10 ans, c'est d'aller chercher du 5% à peu près annualisé, hein, du 4,5-5 sur une gestion prudente. Vous aviez fait du 6,7% l'année dernière. Ouais, mais qui était une année plus facile dans les faits. Mais voilà, donc voilà, c'est deux très belles années de performance. Sur la partie équilibrée, on a une performance de 8,4% de net de tout frais. Donc pareil, on s'était comparé à un indice qui est à peu près 50% marché action, 50% obligataire, qui a fait du 6,9% brut, hein, pas net de tout frais, donc du 8,4%. Et sur la partie dynamique, on a fait 12,5% contre un indice pour le coup qui a mieux fonctionné, hein, quand on prend le MSCI World avec toujours cet effet GAFTAM ou autre, enfin Action US. Mais bon, pour nous, on est très content parce qu'on est obligé de diversifier les risques et on peut pas aujourd'hui se permettre d'être investi simplement sur les 7 merveilleuses ou autres, enfin les 7 magnifiques, pardon. Donc voilà, donc ce qu'on fait un peu dans la gestion pilotée, on est aujourd'hui
toujours à peu près en ligne avec ce qu'on va dire. Sur un profil prudent, on est à un peu plus de 20% d'exposition action. Sur le profil équilibré, on est un peu au-dessus des 50%. Voilà, parce qu'on trouve que l'actif risqué reste intéressant, mais on est un peu plus modéré là en fin d'année. On va continuer à évoluer comme ça sur la fin d'année. On a un peu plus de 80%, pareil, 85% d'exposition sur le profil dynamique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu tendance à pas surpondérer. Enfin, la croissance US a très bien fonctionné, on en avait un petit peu. Enfin, on en avait pas mal. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'essayer de rééquipondérer un peu. C'est ce qu'on va faire prochainement. Ça veut dire qu'on veut se diversifier un peu plus sur les cycliques américaines, sur la value américaine. Pareil, on va aller sur les small et mid cap américaines qui sont vraiment dévaluées par rapport au large cap. Donc, toujours un peu dans ce que je vous ai dit, de faire attention à ce qui est très bien valorisé, peut-être réaccentuer. Alors, on aura toujours en portefeuille, mais de réaccentuer peut-être un peu plus sur ce qui est un peu moins bien valorisé. Et pareil sur l'Europe, de la surpondérer par rapport à l'indice. Alors attention, quand vous prenez un indice MSCI World, l'Europe représente pas grand-chose, mais nous, on veut le surpondérer par rapport à l'indice. Pourquoi? Pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'enfer est pricé en Europe et on pense que la moindre bonne nouvelle pourrait être appréciée de bonne manière par les investisseurs et du coup d'avoir un regain en Europe par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fera. Et en termes de style, en Europe, on n'a pas envie de prévoir un style par rapport à un autre. On va arriver sur des choses très équilibrées. On aura à la fois des valeurs cycliques, des fonds cycliques, des fonds croissance. Voilà, on ne veut pas essayer d'aller chercher un style en particulier. On pense qu'il y aura pas mal de rotation sectorielle cette année et on ne veut pas se prendre de porte de saloon comme on l'explique là-dessus. On veut rester le plus diversifié possible pour vous. À part si demain vraiment des chiffres vous feraient penser qu'il faut vraiment aller sur un style en particulier, on le fera. Mais pour l'instant, de la vision qu'on a des marchés en début d'année, on n'a pas envie d'aller chercher un style particulièrement en Europe. Merci pour ces explications. C'est net de frais de gestion, net de tout frais. Les performances, c'est voilà, tout est payé. Encore, voilà. Les frais du contrat. Alors, votre fonds rapporte 5. Si je place sur Total, Total, c'est le rendement de Total aujourd'hui qui vous apporte du 5,5%. Après, il faut prendre en compte le cours de bourse de Total. Après, on aime beaucoup Total comme valeur, mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez avoir 5,5% de dividendes, mais si le cours de bourse fait moins 10, on ferait moins 10 plus les 5,5. D'accord. Donc non, sur Laurent, les frais de gestion, donc c'est la gestion pilotée DNCA pour Bourse Direct dans le contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon géré par Generali. Et là-dedans, il y a les frais de gestion sont déduits des performances. Donc et les frais du contrat aussi. Et les frais du contrat aussi. Voilà. Donc les frais de gestion de Generali. Voilà, donc si vous aviez eu 100, vous auriez eu 112,5 à la fin de l'année, tout payé. Voilà. Oui, vous allez recevoir la présentation par mail après. Donc comme on passe un peu rapidement, vous allez pouvoir voir bien les chiffres derrière. Donc là, ça fait 5 ans que la gestion pilotée est mise en place. Oui, en fait, ça fait 5 ans. Enfin, on a changé l'équipe parce qu'à l'époque, DNCA, notre gestion. Enfin, ce que j'ai expliqué, quand on avait expliqué ça depuis 1 an et demi, 2 ans. En fait, la multigestion, on en a depuis 2006-2007 chez DNCA, mais à l'époque, en fait, on n'avait pas la bonne multigestion. Ce que je veux dire entre guillemets, c'est qu'on était très européen dans l'approche, avec un style value qui nous caractérisait beaucoup à l'époque. DNCA, on s'est un peu émancipé de tout ça. On est devenu beaucoup plus globaux dans notre gestion. Et en fait, en 2019, on a fait venir cette nouvelle équipe qui sont vraiment des purs allocataires d'actifs, une vraie approche globale, donc mondiale, ça veut dire dans la sélection. Et c'est vrai que depuis 2019, les performances ne sont plus du tout les mêmes qu'on avait par le passé. Alors l'indicateur de référence, oui, c'était sur la partie dynamique, c'est ce que j'avais expliqué rapidement. C'est parce que, alors on me pose une question, pourquoi on fait moins bien que l'indicateur de référence? Donc on fait mieux sur la partie prudente et équilibrée, mais on fait moins bien sur la partie dynamique. Pourquoi? Alors la première raison, c'est qu'un indice est toujours investi à 100%. Nous, de fait, on n'est pas investi à 100%. Vous voyez, l'expo moyenne cette année, ça doit être 85% parce qu'on ne voit jamais l'éclaircie complète sur les marchés. On fait toujours attention. Et pareil, on est obligé d'avoir une certaine diversification, que ce soit en termes de style ou en termes de zone géographique, qui fait que le MSCI World, comme je vous ai expliqué, quand vous avez des boîtes qui représentent 5 sociétés représentent 50% de la hausse du S&P l'année dernière, ça voudrait dire que nous, on est ces 5 boîtes en surpondération dans l'ensemble de la gestion pilotée, ce qui n'est pas le cas. Mais ça reste tout de même une très bonne performance que vous avez mis. Voilà.
Je comprends pas bien la question. Et on a une volatilité qui est quand même moindre que l'indice. Comment on va montant garanti en cas de défaillance du gérant. Nous, il n'y a pas de. En fait, dans l'assurance vie, toute la partie capital garantie, ça sera sur le fonds en euros, mais pas sur les gestions pilotées. D'accord. On n'a pas fait enfin ça, je pense, montant garanti. Oui, j'ai pas bien compris. C'est pas un code d'ISIN. Enfin, vous allez avoir les codes ISIN des fonds des NCA, mais la gestion pilotée, c'est pas un code ISIN. C'est on choisit une gestion pilotée en fonction de son profil, prudent, équilibré, dynamique. Ça, c'est pas ma question. Alors, si on a 2 bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie, oui, vous pouvez toujours modifier vos clauses bénéficiaires tant qu'elles sont pas acceptées tout au long de la vie de votre contrat d'assurance vie. Alors après, on a la question sur la gestion pilotée. La gestion pilotée entre le. Conseillez-vous une gestion pilotée dynamique ou maintenir l'équilibre, sachant que demain Trump sera aux affaires? Merci pour votre réponse. Comme je vous l'ai expliqué, après, ce qui dépend de la partie dynamique ou équilibre, au-delà de Trump qui arrive aux manettes, comme je l'ai expliqué, à court terme, bon, il y a quand même une confiance qui s'est instaurée de la part des investisseurs. Donc du coup, c'est bon pour l'actif risqué. Donc normalement, on aurait tendance à dire vers du dynamique. Après, ça dépend aussi de votre profil de risque et l'horizon que vous avez demain. Ça veut dire que si d'aller chercher du 7,5-8% sur un horizon 5-10 ans, ça vous va très bien, autant rester sur l'équilibré. En fait, c'est de savoir comment vous faites face à la volatilité des marchés. Parce que quand vous êtes sur un profil dynamique, j'ai envie de dire, à mon âge, aux alentours de 38 ans, je suis plutôt sur du dynamique. Sur la partie, bien entendu, non épargne de précaution, hein, je parle bien, parce qu'attention, il faut toujours une épargne de précaution. J'aurais tendance à être sur du dynamique et d'accepter la volatilité. Après, tout le monde n'accepte pas la volatilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a des gestions pilotées ou même nous, quand on crée des fonds dédiés pour des clients, souvent le profil qui l'emporte, c'est la partie équilibrée. Et c'est là où nous, on est plutôt bon. C'est de réussir à atténuer les baisses de marché et de bien rebondir dans les phases de hausse. Donc, si vous êtes content du profil équilibré aujourd'hui, je continuerai sur le profil équilibré, ce qui doit correspondre à votre couple rendement-risque. Et moi, je demande des précisions sur des différentes questions. Oula, des NSA et l'or, je suis pas sûr que une question. Ouais, après ça reste. Après, attention, la classe d'actifs l'or, nous, on n'a pas de fonds or ou quoi, mais ça reste une classe d'actifs. Ça reste une classe d'actifs décorrélée des autres et ça peut toujours être intéressant de l'avoir. Après, attention, quand on veut décorréler avec une classe d'actifs, autant avoir de l'or papier entre guillemets. Dès que vous rentrez sur des minières, des choses comme ça, vous rentrez dans un processus où c'est une société derrière, il peut y avoir une gestion, des choses comme ça. L'or, c'est pas des papier, voilà. L'or, c'est pas des minières. Donc. Exactement. Donc de l'or papier, pourquoi pas en actif de décorréler, en termes d'actifs pour décorréler un portefeuille et d'en avoir 5% d'une allocation, c'est quelque chose qui ne paraît pas saugrenu. Alors, une question sur les frais. Alors, chez nous, évidemment, les bourses directes est beaucoup moins cher qu'une banque traditionnelle. Là, on parle d'une gestion pilotée dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. La gestion pilotée dans le cadre d'un compte titre ou d'un compte PEA n'est pas prévue chez Bourse Direct. Et nos frais sur les contrats d'assurance vie, pas de frais de souscription, pas de frais d'arbitrage, voilà. Et les frais d'entrée sur les OPCVM dont on a présenté sont à 0% aussi chez Bourse Direct. J'ai pas compris, Corinne, sur la tendance 2024 sur euro piloté sur 2023. Vous pensez à 2025 sur 2024? Il n'y a pas de condition pour changer de profil de risque. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Je sais pas si vous avez multipoche ou pas. Non, on a de la multipoche sur Apicil, mais on n'a pas de la multipoche sur Generali. Donc pour Loïc Duval, vous pouvez pas avoir deux profils en même temps. C'est pas un contrat multipoche. Donc il faut choisir l'un ou l'autre, mais on peut se poser la question sur le profil équilibré en fonction de la performance, l'écart de performance entre l'équilibré et le dynamique. Alors, est-ce que vous utilisez un petit peu les ETF ça commence. Alors, dans l'univers, pour l'instant, des assureurs n'est pas complètement ouvert sur les ETF, mais nous, à partir du moment où il y en aura un peu plus de référencés, ça ne nous dérange pas de mettre de l'ETF en portefeuille. De temps en temps, c'est des choses qu'on fait en multigestion. On n'a pas beaucoup pour l'instant, c'est très réduit dans la gestion pilotée, mais c'est quelque chose qui ne nous dérange pas parce que de temps en temps, si on veut investir sur un secteur ou autre, d'aller sur l'ETF du secteur, ça nous va très bien.
Alors, j'ai une bonne question là. C'est la performance de la gestion pilotée est meilleure que les fonds structurés partiellement garantis. C'est complètement différent, hein. Mais moi, je peux pas diff- parler structuré, c'est pas mon métier. Mais Ouais, ouais. Je vais essayer de faire en 2025 faire un webinaire sur ETF version fonds US principalement. mais là, c'est des fonds structurés, hein. Ouais, C'est produits structurés. et fonds structurés aussi, de voir et d'essayer de trouver des performances de fonds structurés aussi qui ont sauté et comment ça peut Après, impacter le juste la global. différence, hein, c'est que normalement, une gestion pilotée sur le long terme va vous rapporter un rendement annuel, entre guillemets. Un fonds structuré, en fait, c'est quelque chose où un fonds structuré peut s'arrêter au bout d'un an. Donc, on peut avoir le même coupon sur un an. Alors, en plus, on parlait de produits partiellement garantis. Donc, je pense que c'est des produits avec beaucoup d'obligations en portefeuille. Donc, vous pouviez avoir du 5, ou même ceux qui ont fait fin 2022. Je crois qu'il y a des produits structurés attention, hein, je dis attention avec des guillemets, mais des choses à plus de 5% de garantie. Maintenant, souvent, les conditions de sortie sont très rapides. Donc, souvent, les produits structurés, ce qu'on cherche à avoir, c'est des produits qui sortent vite avec un gros coupon. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que le jour où votre produit structuré sort, c'est que le marché vous permette d'en créer un nouveau du même acabit. C'est ça qui est un peu différent. Donc, en fait, c'est des produits où vous allez souvent avoir des sorties au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Et après, il faut retrouver un nouveau produit qui vous permette de générer ça. La gestion pilotée, c'est quelque chose qui vit au quotidien. C'est complètement différent. Alors, la gestion pilotée est-ce qu'on peut avoir une partie? Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de multipoche sur Generali. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie par rapport à son patrimoine pour répondre à différents objectifs, dont celui-là. Écoutez, Lydia, vous m'appelez par rapport à votre question. Lydia, c'est toujours l'offre et la demande. C'est-à-dire que, enfin voilà, vous avez les 20% si vous sortez à l'échéance du titre. Après, entre-temps, c'est au gré à gré. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un en face pour... Oui, ça c'est pas. Oui, on peut passer vous pouvez changer quand vous souhaitez de profil. Vous pouvez pas avoir 2 profils chez nous, mais vous pouvez changer d'un profil dynamique à équilibré ou d'un profil équilibré à dynamique sans aucun problème. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour vos nombreuses questions aujourd'hui et votre participation. Merci beaucoup Benjamin pour cette présentation et ses performances. On va toujours essayer de faire un webinaire trimestriel pour animer. Et vous allez... Alors, si... alors, je suis désolé Loïc, mais c'est une réunion, je vais me faire taper sur les doigts sinon par ma compliance, mais la réunion qu'on organise, elle est destinée aux professionnels. Et en fait, on n'a pas le droit d'inviter... c'est destiné aux professionnels parce que tout ce qu'on apporte en termes de présentation de choses sont des supports toujours destinés à des professionnels, donc on ne peut pas faire ça. Après... s'il y a la moindre question, on peut toujours nous appeler ou quoi. Enfin, ça, il n'y a pas trop de sujet. On est là pour vous répondre. Mais voilà. Non, la gestion pilotée, oui, c'est comme tout. Hein, sur le Michael, ça reste ODC. Les titres restent, donc vous restez en gestion pilotée. Et les héritiers peuvent avoir la main pour modifier cette gestion. Tant mieux. Vous aurez je serais ravi de rencontrer votre fils, Loïc. On vous souhaite une bonne journée, un bon déjeuner. Merci, au revoir, merci à vous.